Bonjour Hello! et bienvenue sur le podcast des filles solidaires, le podcast des aventurières. Nous sommes Amy et Camille, les cofondatrices du podcast. Dans chaque épisode, on vous fait découvrir les différents raids sportifs et humains au travers de témoignages et de récits d'aventure. Nous partagerons nos expériences, astuces et conseils pratiques pour qu'à votre tour, vous vous lanciez dans l'aventure. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie qui a participé à 5 trophées Rose des Sables. Alors, vous vous imaginez bien qu'avec autant d'expérience, Stéphanie a beaucoup de conseils à partager avec nous. Dans cet épisode, nous allons parler collecte des fonds pour boucler notre budget, organisation de l'auto. En effet, Stéphanie a des conseils très précis à nous donner sur l'organisation de l'auto. Nous allons également, bien sûr, parler de son aventure pendant les trophées Rose et Sable. Elle va partager avec nous ses anecdotes de rallye. Vous allez l'entendre, pendant l'épisode, il y a des bruits de fond. En effet, Stéphanie, au moment où nous enregistrons l'épisode, est à Marrakech dans un riad qu'elle a récemment ouvert. Alors bien sûr, il y a les bruits de la vie dans un riad, mais en même temps, quoi de mieux qu'un fond sonore d'un riad à Marrakech pour parler du trophée Rose et Sable. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur le podcast Défis solidaires. Alors, je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui parce que tu as participé au Trophée Rose des Sables, il me semble, 5 fois, 5 années de suite. Oui, bonjour. Oui, en effet, 5 années de suite, de 2014 à 2018. Alors, tu vas avoir des super retours d'expérience à partager avec nous. Ben, Je j'espère. suis très contente de te recevoir. Est-ce que Stéphanie, tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, nous dire d'où tu viens, où est-ce que tu habites, peut-être ce que tu fais dans la vie ou ce que tu as envie de partager avec nous? D'accord. Donc, je suis Stéphanie, j'ai 50 ans, j'ai 5 enfants, je suis originaire de Poitiers en France, mais depuis cette année, nous venons de nous installer à Marrakech, au Maroc, donc, où nous avons ouvert un riad maison d'hôte. Voilà, grand changement de vie grâce au Trophée Rose des Sables, hein, qui m'a fait découvrir le Maroc et dont je suis tombée amoureuse. Donc maintenant, tu es installée au Maroc, au plus proche des dunes de Merzouga. Exactement. Comment tu as découvert le Trophée Rose des Sables? Alors c'est vraiment un hasard. J'étais en France, j'étais cake designer et j'étais assez connue dans ma région. Et du coup, lors d'une interview radio, hors antenne, je parlais avec la directrice de l'antenne qui me disait, moi cette année, je suis une aventure de dingue. Je me suis engagée sur le Trophée Rose des Sables. Euh, c'est quelque chose qui me ressemble pas du tout, mais c'est un défi que je me donne. Et là, bon, moi, ma réaction, c'est dit, waouh, ça doit être une aventure incroyable. Et ça s'est arrêté comme ça. Et du coup, moi, je suis allée voir un peu ce que c'était. Je connaissais pas du tout. Les rallyes raids, c'était pas mon domaine du tout. Donc, je me suis renseignée. Et j'ai vu, j'ai dit, ah, ça doit être une aventure de dingue. Et il s'avère que cette directrice de radio m'a contacté, je pense 3 semaines plus tard, en me disant, mais écoute, tu m'as dit que tu avais envie de faire ça. Ben voilà, moi, ma copilote ne peut pas venir. Est-ce que ça t'irait qu'on parte ensemble? Je pense que ça peut le faire. Du coup, entre avoir envie de le faire et le faire, il y a quand même une petite. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Et pour mon métier, pour mes enfants, pour mon mari. Enfin bon, voilà, c'est quand même le rallye, c'est au moins 15 jours d'absence. Donc, il faut pouvoir gérer tout ça. Et bien sûr, bah, j'ai foncé de suite parce que c'était vraiment, ouais, j'ai eu envie de vivre ça, mais quelque chose d'intensément, quoi. Je me suis dit waouh, ça, j'ai envie de connaître cette sensation. Rallye, c'est vraiment l'aventure, l'inconnu total. Le Maroc, je n'y avais jamais mis les pieds. Les rallye raids, je ne connaissais pas du tout. Enfin bon, voilà, une envie de découverte, mais de quelque chose qui m'était totalement inconnu. Et comment ont réagi tes proches quand tu leur as dit que tu souhaitais te lancer dans cette aventure? Donc, bah, mon mari m'a dit vas-y, bah, vas-y parce que c'est quelque chose qu'il lui il aurait aimé faire déjà. Et elle m'a dit vas-y fonce. Euh, Mes proches, bon, pas bon, ils étaient un peu. On me dit mais t'es folle. Voilà. En gros c'était ça. C'était mais qu'est-ce qui te passe par la tête pour aller faire un truc comme ça?
au Maroc. Mais après, ils n'étaient pas plus surpris que ça, puisque je suis quelqu'un qui fonce un peu tête baissée, non, mais qui réfléchit pas souvent. Enfin, je réfléchis pas assez en fait. Donc voilà, ils n'étaient pas surpris, mais bon, ils étaient pas très confiants. Hein. Jusqu'au bout, ça a été un peu long. Ils ont été très inquiets jusqu'à mon retour. Tes enfants, ils avaient quel âge lors de ton premier rallye? Alors, lors de mon premier rallye, mon petit avait 4 ans. 4 ans et 4 ans, 12 ans, 14 ans, 20 ans et 22 ans. Voilà, j'en ai 5. Donc pour les grands, alors eux, ils étaient super heureux pour moi. Ils me suivent, bon, ils me connaissent, je suis leur mère, donc ils savent que je suis comme ça. Et bah, le petit, il réalisait pas trop, il est trop petit. Donc c'était lui, la seule chose qui a été compliquée pour lui, c'était l'absence durant le rallye, voilà. Oui, parce que le rallye, tu as dit, c'est environ 15 jours Oui, c'était 3 de semaines. En fait, 3 semaines de déplacement. c'est 3 semaines entre le moment du départ. Pour nous de Poitiers, les vérifs techniques à Biarritz, à traverser de l'Espagne, arriver à Rachidia, après il y a les 6 jours de rallye, après pour monter à Marrakech, 2-3 jours pour se reposer, remonter en France. Voilà, faut compter 3 bonnes semaines. Ouais. On va parler du coup du Trophée Rose des Sables pendant cet épisode. Tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'est le Trophée Rose des Sables? Donc le Trophée Rose des Sables, c'est un rallye raid, un rallye sportif et humanitaire qui lie donc à la fois le côté sportif, puisqu'il y a à l'intérieur de ce rallye une course avec un règlement, des juges, des points, un classement, et à côté le côté tout ce qui est humanitaire et solidaire, puisqu'on vient en action, on vient en aide à différentes associations, donc que ça soit Enfants du désert au Maroc pour aider à la scolarité des enfants, donc vêtements, tout ce qui est effets scolaires, ou tout ce qui est financier pour aider à la construction d'écoles, de bibliothèques, ou aider même à voir à des opérations d'enfants sur le terrain. Et tout le côté aussi humanitaire avec le cancer du sein par 11 ans, puisqu'il y a tous les ans, le Trophée Rose des Sables remet 6 000 € à l'association Cancer du sein en faisant une photo symbole dans les dunes avec toutes les roses. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde apprécie. Il y a énormément de personnes sur le Trophée Rose des Sables qui sont des femmes qui sont soit malades, soit sorties de la maladie ou qui ont dans leur entourage quelqu'un qui a été touché par cette maladie. Ça nous permet aussi de diffuser au niveau des équipages de la prévention toute l'année sur le cancer du sein. Et il y a aussi une aide humanitaire au niveau de la Croix-Rouge française lors du départ, avec chaque équipage doit ramener minimum de 3, 4, 5 kilos de vivres. Donc, bon, généralement, c'est beaucoup plus. Donc, ce qui permet aussi d'aider beaucoup de familles dans le besoin dans cette région-là du sud de la France. Et donc le Trophée Rose des Sables, comme tu l'expliques très bien, il y a une partie course et il y a une partie humanitaire. Oui. Du coup, pendant toute la préparation, on se prépare pour ces deux aspects. D'un côté, on prépare le budget, la voiture, enfin le véhicule, tout ce qui est nécessaire pour la course, mais il y a aussi toute cette partie collecte de dons humanitaires. Oui, Comment tu t'es organisé, toi, pour préparer ces deux aspects de la course? Alors, tout ce qui est partie collecte de dons, c'est ce qui me semble la plus facile. Mais moi, j'ai toujours travaillé avec des écoles, donc des écoles, des collèges et des centres de loisirs. Donc, où j'allais autour de chez moi, j'allais présenter le projet, ce qu'on allait faire. Donc, j'utilisais les vidéos du Trophée Rose des Sables sur la présentation de l'association Enfants du désert. Et voilà, et je leur demandais s'ils étaient d'accord pour nous aider de s'investir, donc chacun à leur façon. Hein. Donc il y a eu plein de choses qui ont été mises en place et en fait, humainement, c'est quelque chose de super. Au niveau des collégiens, ils étaient extrêmement investis. Ils ont fait des actions, donc ils font des actions je leur propose le projet. Moi, quand on s'inscrit, généralement, c'est à partir de octobre, novembre. Donc ils font ça sur 6 mois de janvier à juin.
Ils font des actions sur 6 mois et au mois de juillet, donc je récupère tout le fruit des actions. Donc il y a eu de tout ce qui est, alors ils ont récupéré à droite à gauche tout ce qui est sacs d'école, des vêtements, des chaussures et autres. Il y en a d'autres qui récupéraient tout ce qui était matériel médical, donc des fauteuils roulants, des choses comme ça. Ils ont fait aussi des ventes, ils peignaient des mugs, ils allaient sur les marchés, ils vendaient les classes, allaient vendre leurs objets ou autour de leur famille et avec l'argent, hop, ils me donnaient une enveloppe pour enfants du désert que je remettais. Donc voilà. Donc ça, c'est des parties ou même avec l'école de mon fils, du plus petit, où je récupérais énormément de vêtements, quand même, toutes celles qui sont mamans se reconnaîtront. Généralement, nos fils ou nos enfants nous ramènent une fois sur deux le blouson, l'écharpe, le bonnet, tout est perdu. Donc, à chaque vacances scolaires, l'école me remettait les grosses caisses de vêtements qui n'avaient pas été récupérés. Donc voilà, donc en fait, ça c'est une partie, la collecte de dons pour enfants du désert, c'est quelque chose qu'on peut déléguer, entre guillemets, c'est partager cette aventure et surtout la faire vivre aux autres. Donc en fait, les enfants qui sont investis dans ça, les écoles, les classes, qui ont fait des projets, aussi bien pour le marrainage d'un enfant ou peu importe, et bien moi après j'ai toujours été en relation avec eux pendant le rallye, et après le rallye j'y suis allée et je leur ai montré les photos, les vidéos, la remise des dons de leurs affaires, et c'est quelque chose qu'on partage et c'est vraiment un échange et c'est vraiment un projet de vie, et, euh, et sentir la façon dont ils s'investissent, ouais, ça c'est magique quoi. Des enfants qui aident d'autres enfants, enfin, voilà, ça c'est vraiment chouette. Donc ça, la collecte de dons, c'est quelque chose qui pour moi est très très facile à faire. Enfin, c'est pas contraignant. C'est pas comme la recherche de financement, puisque on peut se faire aider et c'est l'occasion justement de monter des projets, de faire parler de cette association Enfants du désert. Et donc oui, ça c'est quelque chose de facile. Le financement, c'est une autre question. C'est plus compliqué. Donc moi personnellement, pour le financement, j'ai participé donc au rallye de 2014 à 2018 et j'ai recherché des financements seul durant toutes ces années. Et j'étais très très mal à l'aise, surtout la première année, pour démarcher des entreprises ou autres, parce que c'est très difficile de demander des fonds à des entreprises, surtout quand on n'a pas vécu le rallye en fait. Autant les années suivantes, une fois qu'on l'a vécu, on sait de quoi on parle, on en parle avec ses tripes, voilà, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment, voilà, qui m'a pris aux tripes, et donc après je pouvais en parler, mais la première année quand on se lance sur ce rallye-là, sur le Trophée Rose des Sables, c'est vrai que c'est difficile de faire la démarche, de parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu, donc c'est difficile de le vendre. Donc moi j'étais très mal à l'aise vis-à-vis des entreprises pour aller chercher des budgets, parce que d'une part on n'est pas une association à but humanitaire, l'association qu'on a créée pour le Trophée Rose des Sables, il y a des subtilités administratives qui sont assez compliquées. On sait que les entreprises recherchent à sponsoriser ou à aider des choses à partir du moment où eux, au niveau des impôts, ils vont pouvoir gagner quelque chose. Donc la subtilité administrative de leur dire que c'était... Alors déjà, fallait le savoir, qu'il fallait qu'ils prennent sur leur budget communication, que ça passait en budget communication. Voilà, moi, tout ça, j'étais vraiment pas à l'aise. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de m'autofinancer en organisant des manifestations. Donc, bon, évidemment, le soutien de la famille, du mari, des enfants, des amis, ça, c'est obligatoire. Donc, la première année, j'ai fait un loto qui a été très, très bénéfique. Franchement, si j'ai quelque chose à conseiller, c'est les lotos. Vous avez le droit de faire 3 lotos par an en tant qu'association. Faites des lotos. Le loto, c'est magique. C'est beaucoup de travail, ça c'est clair. C'est énormément de travail, mais on peut avoir des dégâts très importants, jusqu'à 2 500 € de bénéfices, ou 3 000. Il y en a qui ont fait même 4 000 sur un loto, ce qui est énorme quand on connaît le financement dont on a besoin pour le trophée. Donc voilà, donc j'ai fait plein de petites choses qui ont forcément beaucoup marché.
d'autres qui m'ont demandé énormément de travail, qui m'ont rapporté très peu. Donc voilà, la première année, en fait, j'ai vu en fait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, et ce qui m'a permis les années suivantes de m'orienter sur quelque chose qui était plus facile, et de pas m'éparpiller en fait dans des actions qui me demandaient énormément d'énergie et qui ne rapportaient pas d'argent. Tu voudrais nous donner un exemple d'action qui demande de l'énergie mais qui rapporte pas beaucoup? Alors moi, c'est mon expérience personnelle, je déconseille tout ce qui est organisation de vide-grenier. Il y a beaucoup de filles qui font cela, qui font des vide-greniers, et c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de démarches pour très très peu de gains, puisque même si on vend 2 euros le mètre linéaire, même si on a une petite buvette qui nous permet de, voilà, faire un vide-grenier, c'est à peu près 2 ou 3 mois de travail. Le jour même, c'est beaucoup de main-d'œuvre pour aider, pour la mise en place, pour gérer tout ça. Pour au bout du compte gagner 350 euros, franchement, c'est pas. Les vide-greniers, je déconseille. Les actions qui rapportent. Alors moi, j'avais la chance avec mon métier. J'étais cake designer. Je vendais des cupcakes sur les salons, les foires. Et en 2015, la vente de cupcakes m'a permis de gagner 5 000 euros sur l'année, juste en vendant des cupcakes sur les salons et les foires. Donc, ce qui est énorme par rapport au budget dont on a besoin. Et ensuite, les lotos. Voilà, j'ai fait des lotos et des concerts. Concerts avec. Donc, les lotos, ce qu'il faut savoir. Bon, je vais plutôt me canaliser sur le loto parce que c'est vraiment important. C'est vraiment la source de gain la plus importante, le loto. Donc, il faut, si j'ai des conseils à donner, et toutes les équipages que j'ai marrainés, ce sont les conseils que j'ai donnés aussi. Le loto, c'est simple. À partir du moment où vous avez créé votre association, renseignez-vous auprès de votre mairie. Moi, je sais qu'au niveau de notre mairie, pour les associations de la commune, la salle des fêtes, on l'a gratuitement. Donc déjà, vous avez une salle gratuite. Renseignez-vous auprès des commerces de votre commune. Moi, les boissons, tout ce qui était boissons, le pain au boulanger, au supermarché du coin, le pâté, le jambon, tout ça, c'est du sponsoring. On ne demande pas d'argent. C'est plus facile de demander des matières premières pour faire connaître un. Donc, tout ce qui était boissons, les sandwichs, bon, les gâteaux, évidemment, j'en faisais, mais le boulanger peut vous en faire. Tout ça, c'est gratuit aussi. Donc, on a la salle, on a de quoi tenir le bar et faire rapporter de l'argent aussi pendant le loto. Et le loto en lui-même, donc le Trophée Rose des Sables prête du matériel de loto gratuitement, les cartons, le boulier et autres. Et le loto, vous pouvez l'animer vous-même. Moi, les lotos, le premier, c'était pas facile, mais c'est pas compliqué à animer. J'ai toujours animé mes lotos et les lotos des équipages que je marrainais d'ailleurs. Et j'ai même acheté le petit boulier moi-même. J'avais un boulier, j'avais fait faire des cartes au nom de mon association, que j'ai toujours d'ailleurs. Et un boulier, ça coûte 30 euros. Bon, si le Trophée Rose des Sables vous prête le boulier, les cartes, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc allez-y, c'est gratuit. Il y aura juste les frais d'envoi pour le renvoyer ensuite. Donc, vous avez la salle, vous avez tout gratuit. L'installation, donc la famille. Après, il reste les lots. Les lots, c'est important. Il faut trouver des lots. Donc, c'est beaucoup de démarchage auprès de tous les commerces de sa commune. Donc, des bons d'achat, des bons pour un restaurant, des bons pour l'esthéticienne, pour la coiffure, les supermarchés pour faire des paniers. Moi, j'ai fait énormément de paniers garnis. Les paniers garnis, ça marche super bien. Tous les petits commerces vous donnent des produits, vous faites vous-même vos paniers avec un papier transparent, ça coûte rien. Après, pour les gros lots, allez dans les grandes surfaces qui, pendant les soldes, moi je faisais les soldes des grandes surfaces, et ils travaillent avec des associations. Donc, soit ils vous donnent des cartons avec des invendus, et en plus, ils peuvent vous proposer des lots moyennant financement. Mais par exemple, des produits, des jouets pour enfants ou peu importe qui étaient soldés à 50%, eux, ils vous font 50% de plus. Donc en fait, il y avait un petit investissement à faire. Mais voilà, donc ça, c'est beaucoup d'énergie. Mais par contre, à partir du moment où on sait que on a dépensé en gros 300 euros pour organiser un loto,
et que tout ce qui va rentrer, ça va être que du bénéfice. Voilà. Donc l'énergie, elle est là. Il faut savoir utiliser les petits commerçants autour de chez soi. C'est difficile de leur demander de l'argent parce que c'est des petits commerçants. Par contre, ils seront OK pour vous donner des bons d'achat, pour vous donner de la matière première, voilà, en échange d'une communication pendant le loto, puisque c'est local. Et ça marche super bien. Donc moi, j'ai organisé 3 lotos par an, ce qui équivalait entre les bonnes années et les mauvaises années, mais bon, ça va entre 4 000 et 8 000 euros de récolté juste sur des lotos, quoi. Donc ça, c'est très important. Non, il faut savoir utiliser ça. Et franchement, le loto, moi, je vous conseille fortement. Déjà, ça vous permet de rentrer en contact avec beaucoup de gens. Bon, après, il faut communiquer, il faut faire des affiches, mais si vous offrez votre compte d'association, je sais que nous, le Crédit Agricole, où était l'association, on avait notre compte, proposait tout ce qui était affichage, flyer, gratuitement. C'était l'échange, en fait. Ils nous aidaient pas financièrement, mais là-dessus, dès qu'on avait quelque chose, on donnait les informations, ils imprimaient, vous demandiez en 1000, 2000, 3000 exemplaires, et c'est gratuit. Donc ça, c'est gratuit. Et après, la famille, les amis, tout le monde, on colle sur les voitures, on va dans tous les magasins, on en met partout, et puis voilà, c'est communication locale, mais le bouche à oreille, ça va vite. Dans les écoles, on met dans les cahiers des élèves, enfin bon, voilà, toutes les petites astuces pour que ça fonctionne bien. Ah oui, bah, je confirme, hein, le loto, nous, on a fait sur un week-end, le samedi, dimanche. Et parce que on l'a organisé avec une participante qui a fait le Trophée Rose des Sables la même année que nous. Et elle s'est quasiment financée que sur les lotos. Et elle a fait du chiffre d'affaires, comme ce que tu disais, hein, sur 3 000, 4 000 euros de chiffre d'affaires, enfin de bénéfices sur un loto. Et pour compléter, par contre, nous, on a choisi une date qui nous était pas favorable. On était au mois de septembre et c'était un beau week-end. Et il y avait une brocante ce jour-là, très connue dans la région. Donc malheureusement, c'était pas le bon jour pour faire un loto dans une salle enfermée, alors qu'il y avait un événement en plein air ce jour-là. Mais autrement, c'était tout bénef. Ouais, c'est le souci des lotos, c'est qu'il faut trouver les bonnes dates, sachant que sur des périodes qui vont de décembre à février, des lotos, il y en a partout dans tous les villages, il y en a vraiment beaucoup. Donc, et il faut éviter. Alors nous, notre premier loto, on avait fait ça le dimanche de la fête des mères, forcément, parce que on réfléchit pas beaucoup, hein. Donc, c'était pas très favorable non plus. Après, on a réfléchi aux dates, mais c'est vrai qu'il faut vite caler les dates d'entrée, quitte à annuler plus tard, parce qu'une fois qu'il y a toutes les fêtes d'association qui sont calées, les mariages, les autres, la salle des fêtes, il faut pouvoir la bloquer très tôt. Donc moi, je calais les dates tout de suite dès le mois d'octobre jusqu'à octobre prochain, quasiment un an à l'avance, quitte à les décaler ou à les modifier. Et j'ai essayé d'éviter donc les ponts, les jours fériés, les fêtes, et voilà. Donc, mais les lotos qui fonctionnent, alors le dimanche après-midi, ça fonctionne très bien les lotos. Nous, on faisait soit vendredi soir ou dimanche midi. On faisait jamais le samedi soir parce que le week-end, les gens ils ont toujours des trucs de prévus. Donc dimanche midi, ça passe bien. C'est là qu'on a fait le plus de monde, je crois. Et le vendredi soir aussi, ça marchait plutôt pas mal. Donc, faut faire attention aux dates et voir un peu ce qui se passe autour. Et surtout, si vous faites ça pendant la période hivernale qui fonctionne plutôt bien, ne pas avant votre loto, quasiment 3 semaines avant, aller sur tous les autres lotos du coin. Il y a des annuaires lotos sur internet où vous avez dans votre région tous les lotos. Et là, vous allez sur tous les lotos avec vos petits flyers. Et avant que le loto débute, vous mettez sur les tables vos flyers. Vous allez distribuer les flyers surtout. Voilà, nous on faisait ça et ça fonctionne très bien parce que les gens, les habitués, ils gardent tous les flyers pour savoir les lotos. Faut toujours attirer ce qui fonctionne parce que, alors moi j'ai fait de l'étude de loto, hein, presque. Je faisais tous les lotos avant de faire les miens et j'allais dans les petites campagnes et je me mettais devant. C'est là où il y a tous les habitués, les férus de loto. Et j'étais toute seule ou avec ma fille. Et donc je leur demandais, qu'est-ce qui vous plaît dans les lotos et tout. Alors eux, tout ce qui est machine à laver, électroménager, ils en veulent pas parce que de toute façon ils revendent. Mais par contre, les bons d'achat, les jambons et tout ce qui est alimentaire, là on peut y aller tant qu'on veut. Donc
Il faut pas, voilà, et moi j'ai choisi mes lots en fonction de ce que, et donc quand on affiche sur panier garni ou bon d'achat de 200 €, 250, là ça attire du monde, c'est sûr. C'est pas la peine de mettre un écran à 150 centimètres, vous allez attirer très très peu de monde par rapport à ça. Il faut aller sur l'alimentaire et sur les bons d'achat. Aujourd'hui, les gens qui font des lotos, c'est des gens qui sont plus dans une moyenne d'âge, pas des jeunes. Bon, évidemment, vous aurez vos amis qui vont venir, c'est pas un problème. Mais voilà, ce qui attire, c'est ça sur les lotos. Et donc, communiquer dans la presse et dans les radios, très important. La presse et les radios locales. Pour le loto, il faut communiquer aussi presse et radio locales. Nous, alors chez vous aussi, hein, c'est partout en France. France Bleu Poitou pour nous, France Bleu pour vous. À partir du jeudi, ils font l'agenda des week-ends et donc on peut appeler le jeudi, vendredi, samedi et ils en parlent. France Bleu attire énormément de monde sur les lotos. Donc il faut communiquer, il faut penser à ces petites choses et évidemment les réseaux sociaux, les partages et j'en passe. Et les journaux locaux, il faut pas hésiter à envoyer des mails. Moi, j'ai envoyé un mail comme ça à la Gazette du coin, sans connaître, sans avoir aucun contact chez eux. Et c'est marrant parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache avant de partir. Et la veille du départ, j'ai reçu un mail de la journaliste. On peut vous appeler pour couvrir votre trophée Rose des Sables. Bah oui, ok, super. Et le lendemain de l'arrivée à Marrakech, à nouveau, un mail de sa part. Donc c'était vraiment la journaliste qui était proactive là-dessus. Et donc je me suis dit, ok, super. Finalement, on a osé leur envoyer un mail sans avoir de contact. Et ils sont tout à fait preneurs d'histoires comme ça, de personnes locales qui font des événements. Il Ouais, faut ouais. contacter les radios pour proposer, mais voilà, on part sur ce projet et savoir se vendre. Hein. On part sur ce projet humanitaire et solidaire, mais aussi sportif. Et moi, je sais que France Bleu m'avait suivi, oui, tout à fait. Et ils parlent, et puis les autres, pas que France Bleu, hein, j'ai d'autres amis sur d'autres radios. Et voilà, et tous les soirs, ils racontaient, bon, bah, les nouvelles de l'équipage. Voilà, et c'est sympa pour les familles, c'est sympa pour tout le monde, et puis pour les gens qui s'investissent aussi. Ouais. Et alors sur la communication, tu as des conseils à nous donner? Comment tu t'es organisée? Tu as mis en place des réseaux sociaux, un blog, un Ouais, site internet? alors j'étais partie la première année, je blog, site internet, j'étais à fond sur tout. En fait, la deuxième année, je me suis rendu compte que ça sert à rien. Le site internet ne sert pas beaucoup. Le blog du Trophée Rose des Sables peut être une vitrine, oui. Donc, bon, je l'ai toujours alimenté. Mais moi, j'ai travaillé principalement sur Facebook. Facebook où j'ai créé une page publique, hein, pas un groupe privé avec vos amis, c'est une page publique où là j'ai vraiment arrosé quoi. J'ai partagé, j'ai fait des articles sur chaque chose qu'on faisait. Et comme on peut faire une newsletter, parce que ça, les newsletters, ça fonctionne bien pour les gens qui suivent. Bah c'était un peu ma newsletter à moi, quoi, les réseaux sociaux. Et donc les articles sur chaque action qui a été menée, des photos, bah, quand j'ai acheté mon 4x4, hop, bon, bah voilà, Ken, parce que c'était le prénom que j'avais donné à mon 4x4, il était rose. Donc Ken, voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, donc bah Ken et en a tiens, il est au garage, aujourd'hui formation pilotage, aujourd'hui je fais voilà, faire vivre ça, partager et, et faire partager, que les amis partagent, ça va vite. Il faut, c'est vraiment le partage et il faut que ça vit, il faut faire vivre. Faut pas créer une page avec on part en 2021 et l'alimenter une fois par mois. Il faut trouver, même s'il y a des choses, il y a des jours où je faisais rien, hein, mais bah voilà, je prenais un article d'Enfants du désert ou une action qui avait été menée, puis je partageais, je dis pas voilà ce qu'on va faire, ça c'est du concret, cette course, ça va nous mener à ça, on va faire ça. C'est trouver toujours, que ça soit pour le cancer du sein, la Croix-Rouge française, Enfants du désert, la course, le Rallye Raid, le Maroc, Merzouga, il y a de quoi alimenter en dehors de votre association. Mais toujours dire, bah voilà, nous, on va faire ça. Tout ce qu'on fait, c'est pour aussi faire ça, c'est pour aider, c'est pour. Et puis voilà, c'est faire vivre la page. Mais moi, j'ai fait qu'avec les réseaux sociaux. Bah après, bon, j'ai un grand réseau de par ma profession, j'avais un gros réseau, donc ça m'a été aussi pas mal. Mais la communication, voilà. Et puis évidemment, bah, un petit article dans la presse de temps en temps. Mais bon, ça,
faire un article dans la presse quand on a quelque chose de programmé, c'est-à-dire si on a un loto qui arrive dans 15 jours, voilà, c'est le moment où il faut contacter la presse pour faire un article. Et, euh, et puis à la radio, toujours en parler, oui, proposer d'aller parler de ça, pouvoir faire... mais bon, franchement, les réseaux sociaux, pour moi, c'était le meilleur. Le site internet, j'en ai fait un, mais c'est c'est lourd à faire, déjà, je l'avais fait toute seule. Et en plus, c'est bien c'est bien. C'est bien si vous avez des sponsors financiers pour les afficher. Voilà. Les entreprises qui vous sponsorisent, là, c'est bien d'avoir un site, il faut les afficher sur les réseaux, il faut partager. Moi, j'avais une entreprise qui m'a sponsorisé financièrement durant 3 ans. Voilà, je partageais sur ma page toute leur actualité. Et je le partageais aussi sur la page de notre association, mais aussi sur ma page perso, parce que voilà, c'était une reconnaissance aussi pour l'aide financière qui m'avait apporté. Et tu viens de nous dire que tu avais acheté ton 4x4. Oui, Tu l'as acheté dès la première année? non, la première année, on l'avait loué. Donc la location d'un 4x4, faut compter 5 000 euros, sachant que 5 000 euros, faut prévoir un budget, en plus dans le budget, un budget casque, panne mécanique, peu importe, hein, s'il y a un souci mécanique, il faut payer les réparations. Et il y a une caution aussi à donner, donc c'est énormément d'argent du coup. Donc la première année, on l'avait loué, et quand je suis rentré, une semaine après, je crois être rentré, j'ai regardé mon mari, je lui ai dit, bah, écoute, je vais repartir, parce que bon, bah, voilà, c'est un truc, je veux repartir. Par contre, on va acheter un 4x4, quoi. On va trouver un 4x4 d'occasion. Bon, j'ai 2 sponsors mécanos. J'avais 2 sponsors mécanos, parce que le sponsoring, c'est aussi ça. C'est pas, moi, c'était vraiment pas de l'argent, mais voilà. Est-ce que tu veux me sponsoriser pour le rallye? Bon, il y en a un qui gérait tout ce qui est peinture et l'autre gérait tout ce qui est mécanique. J'avais un sponsoring aussi avec un site internet qui fait des pièces de 4x4, euro4x4par.com d'ailleurs. Je veux le citer parce qu'au niveau des 4x4, je pense que c'est eux. Il y a une page, quand on va sur leur page d'accueil, où on peut faire les dossiers sponsoring. On met le nom de notre association, on dit qu'on fait le Trophée Rose des Sables, et en fait, on a le droit à des grosses réductions sur les pièces, un bon d'achat de 400 ou 500 euros de pièces. Et lorsqu'on part sur le Trophée Rose des Sables, ils offrent gratuitement toutes les pièces obligatoires de rechange dans le véhicule. Si on les utilise, on les paye. Si on les utilise pas, on leur rend. Donc ça, c'est important. Si vous avez un 4x4, ça, c'est quelque chose qui est à faire. Et donc, oui, j'ai décidé d'acheter un 4x4 parce que, quitte à, comme je dis, je l'achète, je pars. Au pire, il sera prêt et je peux le revendre. Donc, on perd beaucoup moins d'argent que de louer un 4x4. Et aujourd'hui, je le vois depuis 2014 que je fais le rallye. Beaucoup achètent un 4x4, investissent dans un 4x4 et le revendent après pour éviter de perdre de l'argent. Après, il faut pouvoir investir, donc il faut soit trouver un sponsor financier, soit trouver, pourquoi pas, un garage qui vous prête un 4x4. C'est jamais en sponsoring, il faut essayer. Donc oui, l'achat du 4x4, ça a été une évidence parce que je savais que j'allais partir pour de longues aventures avec mon 4x4. Et donc tu l'as toujours le 4x4? Et non, je l'ai vendu pour quand je suis arrivée au Maroc, mais je l'ai vendu à des roses qui repartent avec, qui devaient repartir cette année 2020 et qui repartent en 2021 avec. Voilà. Donc il est toujours dans l'aventure. Mais non, parce qu'en arrivant au Maroc, on peut pas emmener les véhicules, donc voilà, c'était compliqué. Ok. Et alors, il a été fiable sur tes 5 aventures, Ah enfin, là les là, 4 aventures du coup? franchement, oui, il a été. Alors, on est parti sur le choix du 4x4 à l'achat. Alors, par expérience, voilà, les 4x4 qui fonctionnent bien dans le désert. Alors, moi, j'ai pris un Patrol, parce que c'est le bon 4x4 du désert. Il y a pas de pièces électroniques, déjà d'une. Ici, dans le désert, il y a énormément de garagistes. Les Patrol, ils ont tout. Les pièces, on trouvera de tout, partout. Et c'est une mécanique simple. Voilà. On peut pas. Je n'ai jamais, bon, il a été bien entretenu, il a été bien préparé aussi. Je n'ai jamais eu j'ai eu un pépin, une fois, une année,
ma vitre électrique ne se baissait plus. C'est tout, mais rien, rien, non, non, jamais un pépin parce que c'est une voiture simple et autrement, les autres 4x4 qui fonctionnent très bien, c'est les Toyota FDJ80, ça c'est le top du top. Ça c'est mon rêve, mais c'était pas du tout dans mon budget. Donc, voilà, pour moi, c'est les valeurs sûres du désert, c'est voilà, les Patrol, c'était un GR-Y60 que j'avais. Et franchement, je n'ai jamais, c'est vraiment des véhicules qui sont faits pour ça, quoi. Mais jamais eu un souci quelconque, d'inquiétude. Et quand on part avec un véhicule dans lequel on se sent confiance, c'est quand même, il n'y a pas de secret. Pour un rallye, c'est très important. Ah, Qu'on ait pas totalement. le nez dans la mécanique le matin à 5 heures ou même s'il y a des mécanos sur le bivouac. S'il y a un souci quelconque, une inquiétude, un bruit, on va les voir, ils sont là pour ça. Donc là-dessus, il y a pas de problème. Mais oui, le choix du 4x4, c'est important. Nous, on avait loué parce que bon, on n'avait pas les moyens de se payer un 4x4 et on habitait à Paris à ce moment-là, toutes les deux. Du coup, on se voyait pas du tout garer un 4x4 aussi volumineux dans nos parkings. Enfin, déjà, faut-il avoir un parking à Paris. Et c'était un HDJ, enfin Toyota HDJ 80 et c'était génial. C'était ouais, franchement, le monde faisait zéro problème quoi. Puis il passait partout, enfin, oh là Ah là. oui, oui, non, mais c'est clair, les 4x4, les 4x4 là-dessus, ça passe partout. Non, non, c'est important de bien choisir son véhicule. Après, si on passe par un prestataire qui loue les 4x4, il faut vraiment aller sur. Moi, je conseille de pas trop sortir de la liste des prestataires du Trophée Rose des Sables parce que eux, ils ont l'habitude, l'expérience. La plupart sont des mécanos aussi c'est leur véhicule et, euh, et on sait qu'ils sont préparés comme il faut et ça, c'est important. Et puis ça évite les pannes mécaniques pendant le rallye, même si c'est des bonnes aventures parfois. Mais on est quand même plus rassuré avec un 4x4 dans lequel on a confiance. Oui, oui, oui. Moi, j'ai trop connu d'équipages qui ont eu des soucis avec leur véhicule parce que c'était loué à des particuliers ou autres. Euh, donc, non, c'était compliqué ou des véhicules qui étaient trop modernes, électroniques, avec des pannes électroniques irréparables dans le désert et qui se sont trouvés coincés à pas pouvoir qui ont fait une étape ou deux et après sont restés sur le carreau, quoi. Donc non, c'est vraiment très important. Et toi, pendant les rallyes, tu étais pilote ou copilote? Alors j'ai été principalement copilote, j'ai fait pilote une année. Ok. Mais j'ai toujours été copilote parce que c'est ce que je préfère. C'est voilà. Pilotage, oui, c'est autre chose, mais enfin, le rallye Trophée Rose des Sables, c'est une course d'orientation à la boussole. Pour moi, j'ai l'impression d'une carte au trésor tous les matins. Voilà, c'était ça. Et c'était à moi de trouver le trésor. Et non, non, c'est quelque chose ouais, l'orientation, ça me passionne. Après, enfin, une anecdote toute bête, hein, le premier rallye que j'ai fait en 2014, je suis sur la ligne de départ c'était à Cibourg d'ailleurs. Euh, c'est la première fois que je touchais une boussole. Je ne savais même pas comment ça marchait et on partait pour le rallye. Donc autant dire que c'était l'aventure totale. Donc voilà, même pas prête. Après, voilà, c'est des choses simples, ça s'apprend facilement, c'est très rapide. Hein. Le temps du trajet, je savais m'en servir à arriver au Maroc, donc c'était l'essentiel. Mais ouais, l'orientation, c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Et puis, bah, le pilotage aussi, hein, c'est sympa, mais moi j'aime l'orientation. Et chacun. La première année, on s'est dit on échangera, on verra, tu feras. En fait, tout le monde dit ça, mais celle qui est au pilotage reste au pilotage. Et alors, parce que c'est trop compliqué pendant le rallye d'intervertir et de reprendre des marques. Quand on est dans le rallye, on peut dire ce qu'on veut. On est parti dans la course, on se dit même si c'est pour le fun, tout le monde se prend au jeu. Donc après, on n'a pas envie de perdre du temps ou des points et surtout pas se perdre dans le désert. Ça, c'est la hantise de tout le monde. Donc voilà, généralement, on prend vite ses marques d'un côté et c'est difficile de changer. Ça t'est déjà arrivé de te perdre? Oh oui, malheureusement.
Oui, oui. Je pense qu'il n'y a pas un rallye où je me suis pas perdue. Et pourtant, je suis vraiment, en toute objectivité, je suis quand même plutôt très douée au niveau orientation. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs étapes premières, j'ai terminé première de plusieurs étapes du rallye, donc voilà, c'est quelque chose que je maîtrise bien. Même les étapes de nuit, on a fait première, donc je suis très bonne en orientation. Mais malheureusement, c'est le désert, on est sur des pistes, il n'y a pas de route, il y a pas, et on se dit, truc bête, hein, ouah, on est 200, 250 4x4. De toute façon, il y aura toujours des 4x4. Ben non, non, non. Moi, j'ai réussi mon tracé et là, personne. Et on se retrouve seul alors on a tous le même parcours à faire. Et c'est un truc de dingue. C'est un truc, moi, enfin, je sais pas si ça t'est arrivé à toi, mais moi, c'était un peu irréel. Je me dis, mais attends, on a tous le même tracé. Pourquoi je vois pas de 4x4? Ils sont Ouais. où les autres? Et c'est là que tu doutes de toi. Tu dis, bah, bon, je suis sûr, j'ai bien pris tous mes repères là. Non, c'est bien la bonne route, mais ils sont où les autres? Et c'est vrai que c'est stressant. Donc moi, je me suis perdue, oui, une fois, parce que pour moi, j'étais sûre d'avoir pris tous les bons repères. Mais quand je me suis retrouvée coincée dans des dunes au milieu de rien et on sablait jusqu'au cou, ma pilote m'a dit, je pense, Stéphanie, que tu as dû te planter à un moment. Là, j'ai dit, oui, je pense aussi, parce que là, franchement, on est au milieu de... Et puis, il n'y avait même pas de traces nulle part, hein, c'était vierge. Mais en plus, on était enlisés, mais un truc de... Voilà, ça, c'était... Mais c'est un bon souvenir. J'ai pris des photos magnifiques. C'est les plus belles photos de mon rallye, je pense que c'était là. Le paysage était magique, mon 4x4 enlisé dans le sable, au milieu de rien, c'était magique. On s'est... On était désespérés parce qu'on s'est dit, jamais on sortira, mais personne ne va nous retrouver. Donc on s'est assis, on a pris une bière bien fraîche avant de commencer à prendre des pelles, on a pris des photos, et puis bah, au bout de 3 heures, on a appuyé sur le bouton pour appeler, pour qu'ils viennent nous sortir, parce que on voyait personne, j'avais beau marcher, je trouvais pas, on savait pas. On était avant l'étape des dunes, on n'était même pas rentré encore on était dans les dunettes, on s'est perdu dans les dunettes en fait. Donc voilà, mais c'est un super souvenir. Bon, on a appuyé sur le bouton, ils sont venus nous chercher, ils nous ont sortis. Mais on a fait l'étape des dunes et tout, nickel, on était contents. On a eu une grosse pénalité, mais autrement on a assuré. Oui, parce qu'en fait, bon, on n'est jamais totalement perdu. Alors ça, c'est toujours pour rassurer ma maman. Je lui dis ça, non, mais tu sais, il y a Non, une balise GPS. mais oui. S'il y a un problème, on vient nous chercher. Non, non, il y a différentes balises, il y a ce qu'ils appellent l'Iritrax, donc ils savent tout le temps où on est placé, mais ils voient quand on est en galère, ils en rigolent d'ailleurs derrière leur ordinateur. Mais voilà, ils savent jamais. De toute façon, on n'est jamais perdu dans le désert, hein. Oui, on est perdu, mais bon, de toute façon, il y a toujours, toujours un local qui va arriver en mobilette ou en vélo. Donc, on ne sait pas par où il arrive. On ne sait pas comment il fait pour rouler si aisément dans les dunes avec sa mobilette. Mais il y aura toujours quelqu'un. On n'est jamais perdu. Mais de toute façon, ils nous repèrent aussi. De toute façon, ils savent mais à chaque seconde où on est, à quel endroit. Et il y a toujours une équipe à côté de nous quand on a appuyé. Et ils ont été là en 2 minutes. Quoi. Ils étaient pas loin. Donc, puis on n'était pas si perdu que ça. On était vraiment pas loin. Mais avec les dunes, on voyait pas les 4x4 passer de l'autre côté de la dune. Je sais pas, ils étaient peut-être à 100 mètres de nous. C'était idiot. Donc, de toute façon, on était en Élysée, on pouvait pas sortir. La question se pose pas. De toute façon, on était coincés. On était coincés. Mais oui, oui, non, mais on se perd toujours. C'est toujours, enfin, on se perd toujours. Non, on se perd pas toujours. Mais on peut, oui, en effet, l'orientation, c'est quelque chose de très spécifique. Il faut vraiment être très vigilant et surtout rester concentré, ne pas se déconcentrer. Combien de fois on peut se perdre sur un instant, une seconde de déconcentration parce qu'il y a deux petites pistes, mais de 2 degrés d'écart et voilà, non, c'est une concentration extrême. Toujours sur le rallye pour l'orientation notamment. S'il y a des grands caps à prendre sur 14 km sur des lignes droites, s'arrêter régulièrement, reprendre le cap pour être sûr parce que 1 degré sur 14 km, au bout, on est loin, loin, loin du bon passage, quoi. Donc voilà, il faut être très vigilant sur l'orientation et le pilotage, évidemment, pour tous les pilotes, chapeau, quoi, parce que ça, c'est un gros, gros travail d'attention constante, parce qu'il y a énormément de pièges dans le désert.
il y a beaucoup de pièges, mais ah ouais, le pilotage, moi, toutes mes pilotes, elles sont pilotes depuis toujours. Je suis parti avec ma sœur, avec une copine, je suis parti avec une fille que j'avais rencontrée sur le rallye en 2015. Voilà, on est devenus amis. Donc, les pilotes restent pilotes parce que c'est leur passion, et les copilotes restent copilotes parce que c'est leur passion aussi. Voilà, c'est chacun, on a chacun son poste. Mais de toute façon, c'est une équipe. L'équipe, c'est trois. C'est le pilote, le copilote et le véhicule. Voilà, il y a pas de secret. Oui, le véhicule, c'est le troisième membre de l'équipage, hein, Ah bah oui, certainement. Mm. très important, très important. Puis il a souvent son petit prénom ou son surnom et il fait partie de l'équipe. Voilà, on a tous. Voilà, moi c'était Ken, toi c'était comment? Nous, notre nom d'équipage, c'était les couscous poulettes. Et donc notre Ouais, voiture, on l'appelait la poulette. la poulette, d'accord. Et on avait des petites poules dessinées à l'arrière du véhicule. D'accord, ok. Bon, bah moi c'était Ken parce que les couleurs roses, mais rose Barbie, rose, voilà. Donc j'avais appelé Ken parce que je voulais pas l'appeler Barbie quand même. On était déjà deux filles, 2 ans. Il nous fallait bien un homme avec nous pendant cette aventure. Ça, c'est rigolo aussi pendant toute l'aventure, les noms d'équipage, la déco des 4x4, les petites histoires qui accompagnent aussi bah, le choix du nom ou l'histoire des logos ou les stickers. Il y a des 4x4 qui sont décorés aussi, où les filles, elles font des trucs de fou dessus. Ouais, C'est ouais. Mais ça marrant. c'est chouette. Sur le parking à Biarritz, le village départ, moi, je trouve ça magique, quoi. Quand on voit tous les 4x4 arriver. Moi, le mien, je lui avais fait des beaux cils noirs et tout ça, très féminin. Mais non, non, bah, c'est chouette. Et puis les filles qui sont, enfin les équipages qui sont déguisés, les grosses mascottes en peluche. On a toute une histoire, on a toute. Et puis quand on arrive sur le Trophée Rose des Sables, en fait, c'est pas le départ, parce que l'aventure, elle a commencé le jour où on s'est inscrit, on a créé, parce que tout ce qui a été fait en amont pour récolter les fonds, pour pouvoir partir, ça a déjà créé beaucoup de symbiose dans l'équipage, et ça a permis, c'est très enrichissant. On a rencontré humainement, c'était magique. Et donc, arrivé au village départ, on arrive avec tout ce qu'on a déjà gagné, et on se dit oui, oui, c'est le début de la vraie aventure. C'est ce qu'on attend depuis le temps. C'est toute l'énergie qu'on a dépensée pour pouvoir arriver là et pouvoir partir dans cette aventure qui est vraiment l'inconnu. Donc, on a cette adrénaline mélangée avec un petit peu d'angoisse, de peur, d'appréhension, de joie. On est toutes dans un état indescriptible, en fait. C'est difficile. C'est un mélange de plein de choses. Et donc, les cohésions, enfin les rencontres, les discussions sont facilement parce on a toutes vécu la même chose, même si on se connaissait pas. Donc c'est facile, tout de suite on lie des liens, mais avec tout le monde, et ça c'est magique. C'est la magie de Conférence des Sables, c'est tout ce qui est les rencontres humaines aussi. Voilà. Tu pourrais nous raconter les plus belles rencontres que tu as eues? Tu as une anecdote à ce sujet? Ah bah évidemment, j'ai une anecdote, c'est pas une anecdote, ma plus belle rencontre du trophée, oui, c'est avec ma dernière pilote en 2018 avec Delphine. Je l'ai rencontrée sur le rallye de 2014. On s'était croisés parce qu'il y avait tellement de monde qu'on ne peut pas connaître tout le monde. Et on s'était croisés et on avait échangé peut-être une ou deux fois, mais c'est quelqu'un que j'aimais bien. On était en contact sur les réseaux et j'ai appris l'année suivante qu'elle avait un cancer du sein, donc je l'ai contactée. Bon, elle l'avait pas quand on est parti sur le rallye en 2014, hein, ça s'est déclaré après. Elle avait 32 ans, donc très jeune. Et donc je l'ai contactée et on a beaucoup échangé en MP sur les réseaux sociaux et on s'est liés d'amitié, on s'est beaucoup parlé, on est devenus vraiment amis, même si elle était en Provence et moi à Poitiers. Euh, Et bah, j'étais là pendant son combat, pendant ses opérations, à la fin. Et le jour où elle m'a annoncé qu'elle était guérie, euh, je lui ai dit, bah, écoute, c'est quoi? Il y a eu un avant, il y a eu un après, on repart toutes les deux.
on refait le Trophée Rose des Sables parce que maintenant tu as vaincu la maladie. Voilà, donc ça c'est plein d'émotions. Euh, voilà, ça c'est une très très belle rencontre, une très belle histoire qui continue d'ailleurs, puisque on se voit tout le temps et on fait des aventures dans le désert ensemble, tous les deux. Voilà. Mais voilà, ouais, ça fait des belles rencontres magiques. Ah oui, j'en ai des frissons dans le dos Ouais. que tu me racontes ça. Ouais, ouais, c'est vraiment. Bah, on retient le côté humain, les rencontres, l'aventure. La magie de ce rallye, c'est, enfin bon, il faut vraiment, celles qui ont envie, il faut aller au bout de ses rêves, quoi. C'est une aventure vraiment unique et dont on ressortira forcément différent. Tout le monde ressort différent une fois qu'on a vécu ça. C'est une, c'est une parenthèse de vie. En fait, on se retrouve dans une bulle. Enfin, c'est le sentiment que j'avais moi. C'est une bulle d'oxygène. On se retrouve dans cette bulle. On se retrouve. Bah, déjà, le désert, c'est magique. Enfin, moi, je connaissais pas. J'ai découvert le désert. Et on arrive une fois arrivé sur place, quand on commence le rallye, c'est la première fois où j'ai oublié. J'ai passé 24 heures sans jamais penser, mais une seconde, ni à ma vie, ni à mon mari, ni aux galères qu'il pouvait avoir avec les enfants, en disant, non, j'étais dans le rallye, j'étais dans ma cour, et là, en fait, tout t'oublies. Tous les poids que tu peux avoir au quotidien dans ta vie, il n'y a plus rien. Et ça, c'est un moment de légèreté, ouais, c'est un moment magique, quoi. Et en fait, c'est ce que tous les ans, c'était ma bulle d'air. J'avais envie de retrouver ça parce qu'on a tous des vies plus denses, chacun, quel que soit notre métier, notre activité, les enfants, le travail, enfin peu importe. Et cette bouffée d'oxygène-là, ça fait un bien fou quand même. Ça fait un bien fou. Et puis c'est autre chose, c'est se connaître aussi, apprendre à se connaître soi différemment. On pense pour soi et rien que pour soi. On rencontre des gens, on vit une aventure unique, quoi. Enfin, moi, je l'ai fait et je m'en lasse pas et j'ai qu'une envie. Enfin, là, je me suis réinscrite pour repartir. Je sais pas si je pourrais, parce que là, les lotos au Maroc, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de ressentir encore ça, ces sensations-là qui sont juste incroyables. Donc tu es prête à repartir. Je me suis inscrite, oui, tout à fait, pour 2021 en buggy. Ah, un buggy, super, c'est une nouvelle aventure. En 4x4, j'ai déjà fait le tour, hein, j'en ai fait plein en 4x4, donc je maîtrise. Et j'ai envie de connaître l'aventure autrement. Voilà, donc buggy. Super. Bon, alors on va suivre tout ça sur tes réseaux sociaux. Donc 2021, tu nous as dit. Tout à fait. Mais après, voilà, je n'ai pas commencé. On attend, avec la période dans laquelle on vit, c'est un peu compliqué. Et je n'avais pas pris en paramètre le fait que je sois au Maroc. Et c'est très compliqué d'obtenir. Parce que je peux pas, tout ce que je faisais en France, ici, je ne peux pas le faire. Donc, et on est dans un pays au niveau économique totalement différent de la France. Donc, trouver des sponsors ici, ça va être une nouvelle aventure. Je vais découvrir. Voilà. Je, je vais voir. Après, je serai toujours à l'arrivée, quoi qu'il arrive, hein, puisque maintenant je suis à Marrakech, donc je serai à l'arrivée. Tu es sur place à l'arrivée, mais Exactement. maintenant, préparer un rallye, oui, c'est vrai, toi, tu avais l'habitude finalement d'organiser dans ta région, tu avais pris les habitudes de l'auto. Je me suis lancée comme d'habitude, tête baissée, je repars, je repars, je repars. Et une fois que je dis oui, je repars, mais alors attends, bouge pas. Je savais pas comment je vais faire. Donc bon, mais on verra, c'est un nouveau challenge à relever. Alors si on passe par Marrakech, à l'issue d'un rallye, il faut venir te voir dans le riad que tu as ouvert. Ah ben avec grand plaisir, il n'y a aucune obligation, mais bon, si on veut goûter après un rallye, sincèrement, se poser dans un beau riad traditionnel comme le nôtre, ça, ça fait du bien. Sincèrement, avant de reprendre la route, c'est bien de se poser un peu. Et oui, oui, il faut pas hésiter à venir me voir à Marrakech.
Je sais pas si tu le recommandes. En tout cas, nous, la deuxième fois, on a pris quelques jours après le rallye parce qu'on pouvait, on avait le temps. Et ça fait du bien de se poser 3 jours avant de remonter jusqu'en France avec le véhicule. Je suis toujours restée, je suis jamais repartie de suite avec l'organisation dès le lendemain matin de la soirée de gala. C'est-à-dire, on arrive le vendredi après-midi à Marrakech, le samedi, journée libre. Donc, généralement, c'est pour les filles, c'est la même parce que c'est franchement nécessaire. On a beaucoup de sable dans la peau. Et puis, ben, un peu se poser tranquille et se reposer aussi parce que bon, retrouver un bon lit, enfin, une vie normale, quoi. Hein, c'est bien. Une bonne douche. Une bonne douche, des toilettes, enfin bon, des trucs basiques, quoi. Donc ça, voilà. Et le samedi soir, c'est la soirée de gala, et le dimanche matin, dès 8h, les filles repartent, et ça, non. Moi, j'ai toujours pris je repartais le mardi, mercredi, au pire, mais je restais toujours 2, 3 jours. Après, il y en a qui restent une semaine, il y en a qui, bon, après, c'est au choix. Le billet de bateau pour le retour, il est échangeable, donc on peut revenir quand on veut. Donc ça, c'est l'avantage. Donc oui, il faut se poser, sincèrement, parce qu'il y a encore, enfin, pour moi, il y avait 3200 kilomètres pour rentrer chez moi. Enchaîner toute l'émotion, toute la fatigue qu'on a, le rallye, plus repartir, c'est cool. On n'est pas une journée près. Voilà, faut essayer de profiter de Marrakech, faut essayer de se poser, mais voilà, se reposer 2, 3 jours, ça fait du bien avant de repartir. C'est nécessaire. Déjà pour décompresser, parce que le rallye c'est violent quand quand on revient à la vie normale, on va dire, parce que c'est c'est tout voilà, moi j'ai trouvé ça très violent. Le retour à la civilisation, on va dire, j'ai trouvé ça extrêmement violent quand on sort de cette bulle et qu'on arrive et là ce bruit, le monde. Et puis ce qui est difficile aussi, c'est en parler. Alors, tu as envie de partager, mais en fait, c'est des choses, tu te rends compte que tu n'as pas de mots. Ça se vit, le rallye se vit, il se raconte pas. C'est très difficile à raconter. Moi, j'étais super. Mon premier aller au retour, mon mari m'attendait à Marrakech et ben, il a toujours été investi, il a suivi, il a préparé le 4x4. Enfin bon, et j'étais très frustrée de ne pas pouvoir lui raconter ce que je ressentais à l'intérieur en fait. J'étais en ébullition à l'intérieur, j'avais vécu tellement de choses et j'avais pas de mots. Je ne trouvais pas les mots à part c'était magique, c'était génial. Enfin bon, mais ces mots-là, ça résume pas le rallye. Donc c'est vrai que c'est très frustrant de ne pas pouvoir raconter. Oui, c'est vrai, de trouver les mots pour raconter. Il y a le rallye blues à la fin. Ah bah ça c'est clair. Ça, c'est. On a beaucoup. Hein, Et parfois le retour aussi au boulot, la vie de tous les jours. Enfin, moi, ouais, il y a le retour à la réalité, quoi. Après 2 semaines d'aventure dans une bulle, comme tu dis. ah oui, parce que pendant 2 semaines, on était plus nous. On était des superwomen de rallye en plein désert. Non mais c'est vrai, non, c'est des instants magiques mais c'est pour ça que je dis que d'une façon ou d'une autre, on en sort différente parce que quand on revient à la vie normale avec notre famille, nos enfants, le travail, enfin moi je sais que je voyais plus les choses pareilles. Il y a plein de choses qui ont changé. Enfin, d'ailleurs, c'est à partir de là que le déclic s'est fait de partir vivre ici et puis de continuer les rallyes et de continuer dans l'associatif, aider les enfants au Maroc, marrainer des enfants. Enfin, voilà, après, mais chacun le vit différemment. J'ai d'autres expériences, enfin, d'autres retours de personnes qui l'ont fait. Elles ont trouvé ça génial, mais voilà, elles l'ont fait. Il fallait le faire une fois. Elles l'ont fait, mais elles n'ont pas pour autant très envie. Elles sont pas mordues comme moi, quoi. Mais ouais, je connais quand même beaucoup de mordus, mais après, c'est le côté financier qui est quand même très, très compliqué. Mais après, on peut venir en Maroc sans faire un rallye. Hein. C'est pas... Le Maroc, c'est ouvert pas que pour les rallyes, mais on peut aussi venir au Maroc et se faire plaisir en allant dans le désert, faire du 4x4, du buggy. Mais c'est vrai que l'aventure du rallye, il faut la connaître. Il faut vivre ça. Stéphanie, merci beaucoup d'avoir partagé ton retour d'expérience, tes bons conseils avec nous sur l'épisode.
Et Ah, puis, vivement ta prochaine aventure. ouais, bah merci beaucoup à vous et merci pour cette belle idée de podcast parce que la première fois que je me suis lancée, j'aurais été ravie de pouvoir trouver vos podcasts pour mon départ. Donc, bravo à vous pour cette initiative et puis au plaisir de vous voir, si c'est pas sur la rallye, à Marrakech. Ah oui, bah, très sûrement, c'est sûr même. De toute façon, nous, ça y est, on est mordus de rallye. Alors, on ne sait pas si on retournera sur des courses. Et avec le podcast, maintenant, on découvre plein d'autres raids. Mais en tout cas, le désert marocain, on y retournera, ça c'est sûr. Bon, bah, bienvenue alors. Oui. Je te dis à bientôt et bah, je te souhaite des belles fêtes de fin d'année à Marrakech. Merci, belle fête à toi aussi. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si cette conversation t'a plu, alors dis-le nous en commentaire. Tu peux nous laisser une note 5 étoiles sur l'application de podcast que tu utilises et tu peux également écrire un commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de cet épisode. Vous retrouverez dans les notes de ce podcast les liens pour retrouver Stéphanie sur les réseaux sociaux. Et je vous laisse également les liens pour retrouver le podcast sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à venir nous voir sur ces réseaux sociaux. C'est plutôt sympa, on peut échanger, se partager des bons conseils, discuter de vos différentes aventures. Dernière petite chose, si toi aussi tu es une participante de rallye, de raid, de défis sportifs et que tu souhaites partager ton aventure sur le podcast, n'hésite pas à nous écrire, on te laisse notre email dans les notes de ce podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!